Ok, donc bonjour à tous ou rebonjour à tous. Maintenant on va faire la partie analyse de l'examen d'entrée de juillet 2024 et on va commencer par la question 1 qui est une belle analyse de fonction. Et la première question commence simplement par est-ce que la fonction est-elle paire ou impaire? Donc ça va être sympa parce que normalement avec les cos et les sinus, normalement on a quelques simplicités par rapport à ça, périodique pareil. Vous allez voir qu'avec la notion de valeur absolue, ça va introduire quelques subtilités qu'il va falloir prendre en compte dans l'analyse de fonction. Ok, mais donc du coup, on a notre fonction qui est la racine carrée de la valeur absolue de cos de x moins valeur absolue de sin x. Donc la première chose, c'est de déterminer la parité. Donc la définition de la parité, c'est celle-ci. Si on prend f de moins x, si on retrouve f de x, alors la fonction est paire. Si on trouve moins f de x, c'est-à-dire que la fonction est impaire. Et sinon, si on n'a ni l'un ni l'autre, c'est que la fonction elle est ni paire ni impaire. Donc que la fonction soit paire, c'est-à-dire qu'elle est symétrique par rapport à l'axe des y. Donc ça veut dire qu'on a la même chose à droite et à gauche. Et si elle est impaire, elle est symétrique par rapport à l'origine. Donc ça veut dire que, par exemple, le sinus de x est impair parce qu'il est symétrique par rapport à l'origine, tu vois. Dans la partie positive, tu as un truc qui monte et dans la partie négative, tu as un truc qui descend. Ok. Voilà, donc simplement on va remplacer ici x par moins x. Le moins x, du coup le moins passe devant, donc on a moins 2x, c'est pareil pour moins x. Donc en fait le cosinus de moins 2x, le cosinus d'un angle et le cosinus de l'opposé de cet angle-ci sont les mêmes en fait, tu vois. Donc si tu regardes ton cercle trigonométrique, tu vois que tu dessines un certain angle alpha et tu dessines le même angle mais moins alpha, donc qui va dans l'autre sens. Tu vois que le cosinus est exactement le même. Donc en fait, cosinus de moins alpha, c'est pareil que cosinus de alpha. Donc en fait, ton cosinus de moins 2x, c'est directement équivalent à cosinus de 2x. Ça, c'est un truc classique, c'est les angles associés. Alors, le comportement est un petit peu différent pour le sinus de moins alpha, parce que tu vois que pour sinus de alpha, ton sinus, il est positif. Tu vois, pour le alpha, ton sinus, il est positif. Par contre, pour moins alpha, ton sinus, si tu viens projeter le moins alpha sur l'axe des sinus, tu te rends compte que là, les sinus se trouvent dans la partie négative. Et donc ici, sinus de moins x, ce serait égal à moins la valeur que tu aurais si c'était sinus de alpha. Donc en fait, en gros, sinus de moins x c'est égal à moins sinus de x, tu vois. Donc sinus de moins x c'est égal à moins sinus de x. Ouais, je l'écris juste là, voilà. Donc voilà, ici tu mettrais moins sinus de x, sauf que comme tu as la valeur absolue, bah en fait le moins de moins sinus x s'en va. Voilà, je dis juste, je rappelle la valeur absolue, x, donc on prend la valeur, c'est x si x est plus grand que 0, et moins x si x est négatif, pour que la valeur absolue soit à la fin positive. Comme c'est négatif, hop, c'est moins sinus x, donc... Bon, je vais vraiment dans le détail, là, hein, mais c'est... Voilà, je pense que tu as compris. Donc c'est plus sinus x. Ok, mais donc en fait, du coup, tu remplaces, donc tu as racine de valeur absolue de cos de x, moins valeur absolue de sin x, et tu vois que tu tombes sur la même fonction. Ok. Donc assez simple cette partie-là. Alors maintenant pour la périodicité. Donc la définition de la périodicité, c'est celle-ci. Donc la question c'est est-ce qu'il existe un certain t, une certaine valeur, telle que f de x plus t égale à f de x. Donc c'est voir en gros si la fonction se répète. Ici, ce qu'on peut dire, c'est le fait que on a une certaine soustraction ou une certaine somme de fonctions qui, elles, sont périodiques. Okay, et une fonction est périodique. Si on a une somme de deux fonctions qui sont périodiques et qui ont une période qui est en commun, ou un plus petit multiple commun dans la période, alors la somme des deux sera périodique. Okay, de ce plus petit multiple commun. Ok, donc là, ce qu'on va faire, on va essayer de chercher en fait ce plus petit multiple commun, tu vois. Donc ton cos de x, on peut le tracer comme ceci. Donc là, je trace 0 pi demi pi. Donc je sais qu'en 0, ta fonction elle vaut d'office. En x égale à 0, son cos vaut 1. En x égale à pi demi, donc ta cos de pi, donc ton sinus vaut moins 1. Et donc en fait, tu sais que cosinus de 2x vaut 0 en picard. Voilà. Donc en fait, c'est comme un cosinus normal, juste qui est plus resserré. Donc en tout cas, tu vois une certaine périodicité dans le cos de 2x qui est de pi. Ce qui est logique, parce que ton cos de x normal, ce serait la périodicité est de 2pi. Ok. Comme là, tu multiplies ton argument par 2, tu as un resserrement, et donc forcément, ta périodicité doit diminuer. Donc voilà. Donc ça, c'est pour le cos de 2x. Maintenant, pourquoi est-ce qu'on fait ça? C'est parce que ce qui nous intéresse, c'est la partie valeur absolue de cos de 2x, parce qu'au final, c'est vraiment ça notre fonction. Et là, tu vois que, étant donné que la valeur absolue fait remonter toutes les valeurs qui sont négatives en positif, et les valeurs positives, elles ne changent pas du tout, et bah ta périodicité va diminuer de 2 encore. Donc tu vas passer de non pas pi, mais pi demi. Voilà.
tu vois que tu passes de... Tu as une bosse et puis tu as une nouvelle bosse. Et cet espace entre les deux bosses, donc avant que la deuxième bosse se répète, il est de pi demi. Ok, donc valeur absolue de cos de 2x, périodique en pi demi. Et sinus de x, on connaît très bien. Donc là maintenant on va s'intéresser à la valeur absolue de sinus de x. D'abord sinus de x, on sait que voilà, c'est une fonction qui ressemble à ça. La périodicité de nouveau elle est de 2pi. Maintenant la valeur absolue de sinus de x, de nouveau, on fait rebasculer les parties qui sont négatives en positif. Et maintenant, tu vois bien que du coup, ça prend pi avant que la courbe se répète, avant que l'espèce de bosse se répète. Et donc du coup, ta périodicité pour la valeur absolue de sinus x, c'est pi. Et donc, le plus petit multiple commun en termes de périodicité par rapport à ces deux fonctions, donc valeur absolue de cos de 2x et valeur absolue de sinus x, c'est pi. Ok ? Donc, la fonction qui finalement découle de la somme des deux est périodique en pi, à une périodicité de pi. Ok ? Ok, donc là les zéros, bon bah ça c'est facile, hein, on va chercher les x tels que f de x égale à 0 sur 0 de pi, donc t'égalises ta fonction à 0, blablabla. Ok. Ah ouais, donc là, qu'est-ce que je vais te dire? C'est qu'en fait on a passé sinus x de l'autre côté, et on a racine de valeur absolue de cos de 2x à gauche. Mais donc en gros ce qu'on va faire c'est passer le racine carré de l'autre côté, et ce que je veux expliquer, c'est que du coup tu vas avoir valeur absolue de sinus x, le tout au carré. Et ce truc-là, ce que je suis en train d'essayer de montrer, c'est que c'est précisément égal à x carré, enfin à sinus x carré en fait. Tu vois, donc tu as la valeur absolue, si x plus grand que 0, moins x si x strictement plus petit que 0. Et donc ta valeur absolue, tu vois que tu mets ton carré partout. Mais donc tu vois que ça donne x carré en bas et ça donne x carré en haut. Et donc en fait, peu importe la valeur absolue de sinus x au carré, c'est égal à sinus x au carré. Voilà. Donc ça, on peut utiliser ce qu'on appelle la formule de Carnot pour arriver à quelque chose qu'on peut comparer avec le terme de gauche. Parce que tu vois, le sinus x carré avec cos de x, c'est compliqué. Enfin, tu vois, on peut pas faire grand-chose directement avec. Donc là, en gros, ce que je suis en train de faire, c'est... Comme ta valeur absolue de cos de 2x à gauche est 1 demi 1 moins cos de 2x à droite, et donc nous, on veut essayer d'enlever cette valeur absolue. Donc comment est-ce qu'on fait ça? Et bah, la valeur absolue, on a une certaine définition de celle-ci, tu vois. Et donc on va pouvoir déterminer sur quels intervalles la valeur absolue de cos de 2x égale à cos de 2x, et sur quel intervalle la valeur absolue de cos de 2x égale à moins cos de 2x. Et du coup, ça va nous donner deux équations, donc en fonction de là où cos de 2x est positif ou négatif, tu vois. Et donc, tu vois, par exemple, là, en fait, j'ai retracé le graphe de cos de 2x, et donc tu vois qu'entre 0 et picard, et entre 3 picard et pi, ton cos de 2x est positif. Donc ta valeur absolue de cos de 2x sera égale à ton cos de 2x. Okay, vu que c'est positif, selon la définition de la valeur absolue. Et entre picard et 3 picards, cette partie-là, elle est négative. Donc, ta valeur absolue de cos de 2x ici sera égale à moins cos de 2x. Tu vois, vu que c'est négatif, il faut que tu mettes un moins devant pour que ça devienne positif, tu vois. Voilà. Et donc là, tu as deux équations, selon des intervalles. Voilà, donc là, je te montre bien, de 0 à pi demi, union, 0 à picard, union, 3 picards à pi. Subtilité, que je vois maintenant, que j'avais pas vu sur le moment. L'intervalle ici, là, pour le deuxième, c'est pas inclus. Hein. C'est non inclus picard, point virgule, 3 picards, non inclus. Parce que les picards et les 3 picards sont inclus justement dans l'intervalle, dans le premier intervalle. Ok, donc ça c'est un truc important. Et d'ailleurs, c'est logique même dans la définition de la valeur absolue. Si x plus grand ou égal à 0, et moins x si x strictement inférieur à 0. Donc, tu vois, c'est un peu même genre. Ok, mais donc dans tous les cas, de toute façon, on appelle ça maintenant I1 et I2. Et donc maintenant, on a deux équations. Donc la première, voilà, on passe le cos de 2x de l'autre côté, on a ça. 3 demi cos de 2x égale à 1 demi. Si x appartient à la première intervalle. Et voilà. Ok, bon, bah là je résous hein, simplement. Donc ta cos de x égale à 1 tiers, x appartenant à I1, cos de x égale à 1, moins 1, pardon, x appartenant à I2. Ok. Donc là, ce que je veux juste exprimer, c'est le fait que pour cos de x égale à 1 tiers, tu vas avoir deux solutions.
deux types de solutions, et pareil pour cos de x moins 1, tu vas avoir deux... Donc en fait, à partir de ces deux équations, ça va se splitter en quatre solutions, si tu veux. Pourquoi? Parce que tu vois que pour une valeur de cos de 2x, tu vas avoir deux angles, un qui est positif et un autre qui est négatif. Donc ça, c'était la partie positive. Évidemment, plus de capi, parce que cet angle-là, tu peux le répéter une infinité de fois. Ça, c'est la partie négative, tu vois. Donc ça, c'est pour le premier, un tiers. Voilà, je précise bien que k appartient à z, donc aux entiers, et x appartient à i1, toujours. On regarde bien la première partie. Et maintenant, bah donc, pour cos de x égale à moins 1, là par contre tu vois qu'on va avoir normalement qu'une seule vraiment solution, parce que ton cos de x égale à moins 1, c'est tout à gauche, et en fait il n'y a vraiment qu'un seul angle, entre guillemets, qui fait ça, c'est l'angle pi. 2x égale à pi. Ouais, ok, je l'écris, mais tu vas voir que c'est arcos de moins 1, c'est pi. Plus de capi, k appartient à z, et x appartient à i2. Ah oui, donc là je divise tout par 2. Évidemment, juste ici, là, 2x est simplifié. Hein. Enfin, il n'y a plus de 2. Hein. Il est passé de l'autre côté, tu vois. Et là, j'ai bien marqué que arcos de moins 1, c'est bien égal à pi. Ok, donc on écrit la première solution. 1 demi, arcos de 1 tiers plus capi. Voilà, je supprime bien le 2. Et d'ailleurs, voilà, tu vois directement que je me mets plus ou moins, puisque tu as les deux solutions qui sont directement prises en compte. K appartenant à z, x appartenant à i1, mais ça je le mettrai à la fin. Et x égale à pi demi, parce qu'on avait pi, on a divisé par 2, donc ça nous fait pi demi plus capi. Ça, x qui est égal à pi demi plus capi, ça c'est quelque chose qui est intéressant, parce que du coup ce sera plus simple à représenter sur le graphique. Parce qu'évidemment, à la fin, il faudra représenter le graphique. Hein. Sinon, c'est pas marrant. Ok, et donc maintenant, on va déterminer la dérivée de f dans l'intervalle 0 à pi demi. Alors, la dérivée, c'est un peu technique, mais comme on a une valeur absolue, en fait, en fonction des intervalles, tu vas avoir des fonctions qui sont différentes. Tu vois, ton cos de 2x, typiquement, il sera pas le même entre 0 et pi quart et entre pi quart et pi demi. D'accord? Et donc c'est pour ça qu'il faut bien séparer maintenant sur plusieurs intervalles. Enfin, tu vois, typiquement entre 0 et pi demi, il faudra séparer entre 0 et pi quart et pi quart et pi demi. Et ici, du coup, on va d'abord représenter sinus de x. Okay, donc entre 0 et pi demi, ça c'est toujours positif, donc tu vois que ton sinus de x, il vaut toujours la même chose. Ok, easy. Par contre, voilà, ton cos de x entre 0 et pi quart, il vaut ça. Et entre pi quart et pi demi, il est négatif. Voilà, donc là, c'est ce que je vais exprimer. Et donc ta fonction, étant donné que la valeur absolue de cos de x sera différente entre 0 et pi quart et pi quart et pi demi, ta fonction sera différente. Et donc ta dérivée nécessairement sera différente. Oui, là je mets bien les bons intervalles. Tu vois, il faut avoir une certaine cohérence dans la sélection des intervalles. Je crois pas que tu perds beaucoup de points là-dessus, parce qu'au final, ce qui compte, c'est le raisonnement, mais voilà, c'est quand même important, quoi. C'est un petit détail. Bon, là, tu fais la dérivée, hein. 1 sur racine de cos de 2x et 1 sur des racines de cos de x. Et après, tu dérives l'intérieur de la cos de x. Tu vois, c'est f rond de g, quoi. Ok? Donc là, tu as dérivé cos de 2x, et là, tu dérives l'intérieur de 2x. Voilà, donc ça, c'est assez facile. Je te mets le résultat directement. Ah, pareil, là, du coup, juste, tu vas avoir un mot en plus. Voilà. Hop, donc ta dérivée, c'est ça. Donc entre 0 et pi quart, tu vas avoir la partie au-dessus. Et entre pi quart et pi demi, tu vas avoir la partie du dessous. Ok? Ok, cool. Et donc maintenant, on va s'intéresser à la dérivée en certains points. Ok? Donc ça va être un peu plus fun.
La dérivée en certains points, on va pas pouvoir la trouver aussi facilement que ce qu'on a fait pour la dérivée là maintenant. On va devoir utiliser, enfin moi c'est ce que j'ai utilisé, c'est la définition de la dérivée en un point. Ok. Et la dérivée en un point, elle se définit de cette façon aussi. C'est f' en un point est égal à la limite pour x qui tend vers ce point-là par la gauche, ok, de f de x moins f de a sur x moins a, égale à la limite de x qui tend vers ce point-là par la droite. Donc en fait, si tu as une convergence des limites par la gauche et par la droite, et c'est égal à une certaine valeur, alors ta dérivée, elle existe et vaut cette valeur, en ce point. Ok, donc c'est ce qu'on va demander. La fonction f est elle dérivée en x égale à 0, x égale à pi quart et x égale à pi demi. Donc on va donc commencer par x égale à 0. Voilà, donc voilà, là j'ai juste exprimé la définition. Voilà, donc limite de x qui tend vers 0 inférieur, donc par la gauche, de f de x moins f de 0 sur x moins 0, égale à la limite de x qui tend vers 0 par la droite, de f de x moins f de 0 sur x moins 0. Et ça va être égal à ce nombre-ci, f' de 0. Tu vois, un exemple concret, si toutes les deux valent plus l'infini, oui, ok, elles sont les mêmes, mais elles ne valent pas un certain nombre. Tu vois, elles valent l'infini, donc ça n'existe pas. Si à gauche ça vaut moins 2 et à droite ça vaut 2, forcément les limites ne sont pas les mêmes, et donc du coup ça ne converge pas vers une valeur. Ok, là j'appelle juste x qui tend vers 0 inférieur, j'appelle ça 0 moins, et par la droite je vais appeler ça 0 plus. Bon, c'est juste une notation quoi. Alors, donc forcément, comme on vient par la gauche et par la droite de 0, bah potentiellement tes valeurs absolues vont être différentes. Tu vois, étant donné qu'on regarde des valeurs absolues, tu vois par exemple pour valeur absolue de cos de 2x, à gauche et à droite de 0, voilà, là je te le représente ici, le cos de 2x sera positif. Tu vois, donc ta valeur absolue restera la même à gauche et à droite. Par contre, ton sinus de x, lui, il sera différent. Donc ta valeur absolue sera différente. Tu vois, parce que regarde, ton sinus, il est à gauche de 0, il est négatif, et à droite de 0, il est positif. Donc le cos, il change pas. Mais voilà, le sinus, il change. Moins sinus x. Et alors f de 0, bah là, ça va juste être... Tu remplaces x par 0. Tout con. Sur x moins 0. Et donc là, tu vas avoir normalement un truc qui va pas marcher. Voilà, 0 sur 0, forme indéterminée. Et donc là, ce qu'on va faire pour résoudre cette forme indéterminée, parce que du coup c'est un peu embêtant parce que ça donne pas vraiment un nombre, ce qu'on va faire c'est ce qu'on appelle la règle de l'hôpital. Donc la règle de l'hôpital, elle dit quoi? Elle dit que quand tu veux faire une limite qui tend vers un certain, de x qui tend vers un certain nombre, et que tu arrives à 0 sur 0, en fait tu peux, cette limite-là, elle est égale à la limite pour x qui tend vers ce nombre-là, de non pas, si tu avais une fonction au-dessus c'était f et en dessous c'était g, non pas f sur g, mais de f' sur g'. Et donc ça veut dire qu'on va dériver le numérateur, on va dériver le dénominateur, et voilà, là j'applique la règle de l'hôpital, je vais juste la définir. La règle de l'hôpital, limite de x qui tend vers a de f de x sur g de x. Dans le cas où tu as une forme indéterminée évidemment. Quand une forme indéterminée, donc du style 0 sur 0 ou bien infini sur infini. f' de x sur g' de x, voilà. Donc là je dérive au-dessus. Sur 1. Tu vois, x, tu dérives x en dessous, bah ça vaut 1. Quoi. 0 plus 1. Donc là, tu remplaces. Et voilà. Donc là, tu vois, j'ai remplacé maintenant le x par 0. Et là, je trouve bien 0 plus 1 égale à 1. Ok. Maintenant, on fait la limite à droite. Je crois que ce sera pas la même chose. De mémoire. À la limite à droite, du coup, ta valeur absolue de sinus x, ce sera sinus x. Parce que son sinus à droite de 0, il est positif. Et par contre, ton cosinus de x, ça va pas changer. Voilà. Donc ton racine de cos de x ne change pas, tu as moins sinus x moins 1 divisé par x. Ok. Bon, je remplace du coup. Et là, j'arrive bien à 0 sur 0. Ok, donc cos de x, ça fait 1, moins 0, moins 1, hop, 0 sur 0, forme indéterminée. Hospital, règle de l'hôpital. 1 sur 2 racine de cos de x, blablabla, on fait la dérivée.
0 et normalement moins 1. Voilà. Et tu vois bien que du coup, la dérivée, enfin la limite de la dérivée à droite, donc la dérivée à droite, elle tend vers moins 1, alors que la dérivée à gauche, elle tend vers 1. Donc ça veut dire que au point x égale à 0, à droite, ta pente, elle tend comme ça, tu vois, donc ta fonction, elle va arriver comme ça, alors que par la gauche, elle va arriver euh, comme ça, ouais. Tu vois, parce que à droite, du coup, ça descend, enfin, la pente, elle est vers moins 1, donc quand elle arrive vers 0, c'est comme ça, et à gauche, ce sera comme ça. Donc tu vois, là, elle monte, elle a une pente égale à 1. Et voilà, donc là, ça veut dire que f' de 0 n'existe pas, tu vois. Comme les dérivées à gauche et à droite sont différentes, f' de 0 n'existe pas. Ok, maintenant on va faire la même chose pour Picard. F' de Picard existe si et seulement si la limite à gauche égale à la limite à droite. Donc voilà, ça je vous passe un peu le détail, mais voilà, de nouveau c'est la même définition. Ouais. Ça c'est important. Ouais. Donc là de nouveau, à gauche et à droite, étant donné qu'on a des valeurs absolues, à gauche et à droite, les valeurs absolues seront différentes. Enfin plutôt les fonctions à l'intérieur des valeurs absolues sont différentes. Donc typiquement cos de 2x à gauche de Picard, elle sera positive, alors qu'à droite de Picard, elle sera négative. Donc là, on prend la limite à gauche, donc ça sera positive, donc valeur absolue de cos de x sera égale à cos de 2x. Et pour le sinus de x, par contre, sera toujours positif. Voilà. 0, racine, voilà. X moins Picard. Normalement, on devrait arriver à, voilà, 0 moins racine de 2 sur 2 plus racine de 2 sur 2 sur 0 égale à 0 sur 0. Donc, tac, hôpital. On dérive, on remplace. Moins 1 sur 0, moins racine de 2 sur 2. Tu vois, parce qu'on a moins sin de 2x sur racine de cos de 2x, sauf que racine de cos de 2x, c'est 0, et donc moins l'infini, qui est différent d'un nombre. Ok? Ok, mais donc du coup, si différent d'un nombre, forcément, on aura beau calculer la limite à droite, ça sera jamais égal à un nombre, et donc du coup, ta limite d'office n'existe pas. Donc ta fonction n'est pas dérivable en Picard. Ok? Ok. Mais donc voilà, pour la limite à droite, je vais faire le même raisonnement avec évidemment, avec selon les valeurs absolues, comment est-ce que ton cos, machin, mais au final, tout ça pour dire que ta dérivée en Picard n'existe pas. Ou en tout cas, tu vas avoir plus infini, voilà, c'est ça. Donc ça veut dire que par la gauche, ta pente va valoir moins l'infini, donc ça veut dire qu'elle va tendre vers le bas, alors que, donc par la gauche, tac, alors que de la droite sera plus l'infini, donc ça va être vers le haut comme ça, tu vois, donc ça va démarrer comme ça, pour arriver un peu... En tout cas, ça vaut plus l'infini. Ok, et maintenant on va faire le même exercice, mais pour x égale à pi demi, donc f' de pi demi existe si et seulement si la limite à gauche égale à la limite à droite, donc la définition de la dérivée à gauche et à droite. Donc par la gauche, on sait que ton cos de 2x, il sera forcément négatif, alors que ton sinus x, il est positif. Mais donc, si tu vois, en fait, là, c'est intéressant parce que du coup, dans le cas de pi demi, à gauche ou à droite, normalement, ton valeur absolue de cos de x va garder le même signe et ta valeur absolue de sinus x, sin de x, va garder aussi le même signe. Et c'est pour ça que normalement, cette dérivée-là va exister. Ok, donc là, évidemment, toujours on remplace, on a 0 sur 0. Donc on applique hospital, on dérive en haut et en bas. Et donc on se retrouve avec moins 0 sur 1, moins 0, c'est-à-dire simplement 0. Ok, et maintenant si on fait la dérivée à droite de pi demi, tac, donc on se retrouve de nouveau avec 0 sur 0. On dérive en haut et en bas, et de nouveau, on se retrouve avec 0. Ok? Et donc là, ça veut dire que ta dérivée à gauche est égale à ta dérivée à droite, et donc la dérivée de f en pi demi est bien égale à 0, et donc ça veut dire que la limite existe et elle vaut 0. Ok? Donc ça veut dire que ta pente va vraiment valoir 0, donc tu vas avoir soit un max, soit un min. Ok? Magnifique. Tac, tac, petite conclusion, voilà. Ok, et donc là, du coup... Ouais, ça marche. Ok, maintenant, du coup, pour la question E, on va maintenant déterminer le max et les min de f sur l'intervalle 0 à pi demi. Donc là, il y a deux possibilités. Un, le fait qu'on se dise, ok, bah, on va regarder l'endroit où la dérivée de la fonction est nulle. L'autre chose, c'est aussi de se dire, bon, bah, en fait, il y a des endroits où, en fait, la dérivée n'existe pas. Donc, en gros, ça va pas être une question de, tac, on va atteindre un pic avec une pente qui sera égale à 0. Mais ça peut aussi être des endroits où
la dérivée n'existe pas, et ça correspond par contre, par rapport au graphique, à un endroit qui est maximal. Donc juste à un endroit où la fonction est la plus élevée. Et donc pour un peu essayer de sentir et essayer de comprendre, une façon que je propose ici, c'est de tester différentes valeurs de la fonction en justement entre 0 et pi2,5. Et donc typiquement pour les valeurs pour lesquelles on a calculé la dérivabilité. Donc tu vois, c'était par exemple 0, pi quart et pi2,5. Donc la première chose à faire, ce que je suggère, c'est de faire ça. Donc voilà, testons différentes valeurs. Donc on va essayer x égale à 0, x égale à pi quart et x égale à pi2,5. Donc f de 0, donc là tu remplaces x par 0, tu devrais avoir 1. Voilà. F de pi quart, 0 moins racine de 2 sur 2. Pourquoi? Parce que 2 fois pi quart, c'est pi2,5. Donc cos de pi2,5, ça fait 0. Et donc on a 0 moins racine de 2 sur 2. Voilà. Et maintenant pour pi2,5, normalement ça vaudrait... Ouais, voilà, exactement, 0. Ok. Mais donc en effet, donc par exemple, tu vois, pour l'endroit où on avait f', voilà. Donc tu avais f de 0, tu te souviens qu'en f de 0, en 0 et en pi quart, la dérivée n'existait pas. Pour autant, le f de 0 est bien un maximum, alors que en f de pi2,5, la dérivée, elle existe, elle valait 0 justement, mais le point est plus petit et plus bas que en x égale à 0, où là ça vaut 1. En x égale à pi2,5, ça vaut 0. Donc autrement dit, en x égale à pi2,5, tu as un maximum, mais qui est local, tu vois. Donc tu vois, il est plus élevé que en x égale à pi quart. Là, tu as un minimum potentiellement global, mais en x égale à pi2,5, tu as un maximum qui est local. Et en x égale à 0, tu as un maximum qui est à la fois local, mais aussi potentiellement global. Ok. Donc a priori, il y a moyen que ce soit la valeur la plus élevée. Ok. Et donc là, maintenant, on va tracer le graphique. Donc là, on va reprendre les différentes informations qu'on avait trouvées auparavant. C'est qu'en x égale à 0, on est en 1, en x égale à pi quart, on est en moins racine de 2 sur 2, en x égale à pi2,5, on est en 0. On sait aussi que la fonction, elle est paire, et on sait aussi qu'elle est pi périodique. D'accord? Donc on va se servir de plein d'informations. On sait aussi qu'en x égale à 0, à gauche, la pente vaut 1, à droite, elle vaut moins 1. Et on sait aussi qu'en x égale à pi quart, pente à gauche, elle vaut moins l'infini, alors qu'à droite, elle vaut plus l'infini. Voilà, donc là je refais juste à gauche et à droite les différents points qui nous intéresseront. Ok, donc là je vais poser tous les différents points. Donc on a en x égale à 0, y vaut 1. En x égale à pi quart, on a moins racine de 2 sur 2. Et en x égale à pi2,5, on a 0. Donc tu vois, les trois points sont déjà fixés. Je rappelle juste les dérivés à cet endroit-là. En 0 moins, donc par la gauche, ça vaut 1. Voilà, ça vaut un truc comme ça. Et en 0, en 0 plus, donc par la droite, ça vaut moins 1. Donc tu vois, la pente, elle descend. Moins l'infini, plus l'infini, très bien. Je peux accélérer un petit peu, mais je vais quand même montrer. Voilà. Ça va ressembler à un truc comme ça, tu vois. Parce que moins l'infini, forcément, le graphe, à un moment, il va arriver vraiment en descendant. Donc c'est ce que je représente à gauche, en x égale à pi quart, mais à gauche du point. Et pareil, pour plus d'infini, bah forcément à droite du point, pareil en pi quart, ça va aussi redémarrer comme ça. Donc en sachant les pentes, tu peux à peu près savoir dans comment est-ce que la fonction va aller. Tu vois, ça va être quoi un peu le... Voilà. Donc là, tu te dis, bon bah, en x égale à 0 jusqu'à en x égale à pi quart, tu vois que le truc descend comme ça, et en plus de ça, il arrive, tac, en pic, tu vois, en x égale à pi quart. Et en plus, tu sais que quand on avait calculé les zéros, on avait deux valeurs, plus ou moins un demi, arcos de 1 tiers, un truc comme ça. Donc tu sais que entre 0, tu sais que tu as d'autres zéros en plus de ceux en x égale à pi demi. Voilà. Et en plus ça, on sait que ça remonte forcément comme ça, vu que vraiment la pente, elle démarre en verticale. Et on sait que tu as un 0 en pi demi. Ok. Et en pi demi, pourquoi est-ce que je fais un espèce de petit truc comme ça? C'est parce qu'on sait que la pente en pi demi, elle vaut 0. Ok. Alors là, qu'est-ce que je suis en train de faire? Je suis en train de faire exactement la même chose de l'autre côté. Pourquoi? Parce que j'utilise l'argument que la fonction est paire. Donc elle est symétrique par rapport à l'axe y. Voilà. Et en plus de ça, on sait que la fonction, elle est pi périodique. Donc ça veut dire que là, ce que j'ai à gauche de l'axe y, eh ben, il faut le reproduire précisément pi plus loin. Donc tu vois que là, notre point tout à gauche se situe en moins pi demi. Donc ça veut dire que le comportement de moins pi demi à 0, on va le reproduire pi plus loin. Donc qu'est-ce que c'est que pi plus loin? Bah, en fait, c'est après pi demi.
Donc nous, on avait le graphe de base, il allait de 0 à pi demi. Ensuite, on a fait de 0 à moins pi demi. Mais donc, ce qu'il y a de 0 à moins pi demi, c'est précisément ce qu'il va y avoir de pi demi à pi. Puisque de pi demi à pi, c'est précisément pi plus loin que de moins pi demi à 0. Ok? Voilà ce que je suis en train de dire. Donc là, je suis en train de dire, voilà, comme c'est pi périodique, et bah, ce qui est à gauche, on le reproduit précisément là. Et donc, ce graphe va avoir exactement la même tête ici. Hop. Tu vois, donc bien reproduire cette idée de pente moins infini, plus infini et moins 1, 1. Voilà. Et là, on a un beau... Et comme c'est... Ah oui, évidemment, quand on l'a fait pi périodique, de nouveau, c'est pair, donc... Ok. Et ben voilà. Et là, maintenant, on va attaquer les intégrales. Ok. Alors là, le premier truc à voir, c'est... Déjà, on a un produit. Ok. Donc, a priori, on va utiliser de l'intégration par partie. Maintenant, la deuxième chose à voir, c'est qu'on a t-2 dixième. Le t-2 dixième est un peu complexe. En général, on aime bien gérer, quand on gère de l'exponentielle, on aime bien gérer quelque chose d'assez simple, tu vois. Un truc du genre, juste avec une variable, genre e exposant x, tu vois. Et donc, la première chose avant de partir sur l'intégration par partie, c'est de se dire, ok, bon bah, d'abord, on va faire un petit changement de variable, histoire que ce soit un peu plus simple que le t-2 dixième. Et ensuite, on sait qu'on va arriver sur l'intégration par partie. Tac, donc u est égal à t-2 dixième, donc t égale à 10u plus 2, on dérive des deux côtés, enfin on différencie des deux côtés. dt égale à 10 du. Ensuite, maintenant, on va remplacer, donc là, on a remplacé le dt, on sait qu'il vaudra 10 du. Il faut remplacer le t-2 dixième par u, et on sait que le t vaudra 10u plus 2, et maintenant, il faut aussi remplacer les bornes, parce que les bornes, elles étaient en t1, t2, donc maintenant, on sait que ça va être du u. Voilà, donc u, comme on savait que c'était t-2 dixième, bah forcément, on va remplacer u, donc u1, ce sera t1 moins 2 dixième, c'est-à-dire 0 moins 2 dixième, donc moins 5e, et U2 ce sera T2 moins 2 dixième. Ok? Et donc on peut réécrire l'intégrale comme de moins 5e à 0, 10U plus 2 fois EU d 10 du. Ok? Maintenant on va séparer l'intégrale en deux. Vu que c'est une somme, on va pouvoir un peu distribuer ça. Alors le 10 du 10 du, on le met tout devant. Tu vois que tu as 10U fois EU. Donc ça, c'était, tu vois, la parenthèse ici, 10U plus 2. Donc ça, c'est ce qui va justement permettre d'être distribué avec le EU. Donc on a 10U, EU, DU, plus 2 fois EU, DU. Évidemment, les bornes restent les mêmes. Le 2U, DU, ça va être assez immédiat. On va sortir le 2 de l'intégrale et on va intégrer EU. Par contre, le U, EU, DU, ça va être justement notre intégration par partie. On va sortir le 10 évidemment. Donc là, ouais, j'intègre directement le 2u du. Donc je sors le 2, j'intègre le EU. L'intégrale de EU, c'est juste EU. De moins 1 cinquième à 0. Là, je sors le 10 de la première intégrale. Et voilà, par partie. Ok, donc je définis cette nouvelle intégrale comme i star, je sais que c'est u, EU, du. On va poser f égale à u parce que quand on sait qu'on dérive, ça vaudra 1, et on sait que l'intégrale de EU, c'est simplement, enfin la primitive de EU, c'est simplement EU, donc c'est assez facile. Là, la formule, c'est intégrale de f fois g' est égale à f fois g moins intégrale de f' fois g. Ok, ça vient simplement de la dérivée d'un produit de fonction. Okay, ensuite, une fois qu'on a la dérivée d'un produit d'une fonction, si on l'intègre partout, on se retrouve avec cette formule-là. Donc UEU moins intégrale de EU fois 1 du, et donc l'intégrale de EU du, bah, c'est simplement EU. Voilà. Donc là, on met en évidence le EU, on a EU moins EU fois U moins 1, et c'est beaucoup plus simple. Donc tac, là on reprend ce qu'on avait en dessous, on avait 10 fois, forcément on va avoir la grande accolade fois 10, fois ce qu'on vient de trouver, avec évidemment les bornes. Donc voilà, UEU moins EU, tac de moins 5e à 0, et plus fois 2. Et là, du coup, bah, on va... je sais plus ce que j'ai... Ouais, je l'avais pas calculé, mais voilà, je réécris ce truc de la primitive encadrée par les bornes. Donc on a 10 tout devant, le 10 n'a pas changé. Là, j'ai simplement remplacé, donc j'ai fait la formule donc, de la soustraction, si tu veux, des primitives en tenant compte des bornes. Donc on va avoir 0, forcément le 0, il a disparu. J'ai 0 fois E0, ça c'est parti. Moins E0, tac, donc voilà, je remplace, je fais f de b moins f de a, donc grand F de 0 moins grand F de
moins 1 cinquième. Grand f de moins 1 cinquième, il est ici. Attends, on va enlever ça, il est ici. Et ça, c'est grand f de 0. Plus 2 fois E0 moins E moins 1 cinquième. Ok, donc là, je calcule un petit peu. Tac. Ouais, j'ai distribué le 10 et j'ai remplacé E0 par 1. Là, c'est calculatoire. Et donc, je donne juste la réponse ici. 10 fois moins E8 plus 10 fois moins E moins 1 cinquième. Et après, ce qui va se passer, c'est qu'on va juste sortir le 2 pour que ce soit encore un peu plus simplifié, quoi. Voilà, donc on va avoir 20 fois moins 4 plus 5 E moins 1 cinquième. Ok. Nickel. Bon, normalement, pas trop compliqué celle-ci. La plus compliquée, ce sera la C, normalement. La B est un peu technique aussi. Ouais. Ok. Alors la B, c'est quoi un peu l'intuition ici? L'intuition, c'est qu'on a une équation du second degré en dessous, donc le truc qui peut nous faire penser, auquel on peut penser, c'est se dire, ok, bah donc si on arrive à trouver un polynôme qui peut s'écrire de la forme t plus quelque chose exposant 2, et que c'est quelque chose qui peut nous faire penser à l'intégrale de 1 sur a carré plus x carré, ok, dx égale à arc tangente, égale à 1 sur a de arc tangente de x sur a. Ok, donc ça c'est un peu le jeu, c'est d'arriver un peu à cette forme. Et donc déjà une manière de faire pour passer de l'exposant, pour un peu nous débarrasser de l'exposant 4, c'est déjà de poser t égale à x carré. Voilà, donc là en gros, je vais expliquer ça. Ça fait un peu penser à arc tangente de x, mais surtout que ça va faire surtout penser au bout d'un moment à a carré plus x carré. Parce qu'on va voir qu'on peut pas arriver à 1 plus x carré. Ok, donc on pose t égale à x carré. 2x dx. Ouais. Pourquoi est-ce que là je mets juste x dx dt sur 2? Bah c'est la même chose, hein. J'aurais pu faire dx égale à dt sur 2x, mais voilà, c'est direct quoi, t'as x dx directement ici, donc t'as dt sur 2. Donc un demi, je sors le divisé par 2, j'ai le dt, agt carré plus 6t plus 18. Ok. C'est immédiat, voilà. Et là, je montre que ça fait penser à a carré plus x carré, 1 sur a, x sur a. Arc tangent de x sur a. Ok. Et donc un peu le jeu, c'est de faire apparaître un peu ce a carré et x carré en bas. Tu vois qu'on a t carré plus 6t plus 18. Et donc on a là-dedans une petite formule sympa si on regarde bien. Voilà, on a t carré plus 6t plus 9. Voilà, plus 9. Et ça c'est t plus 3 au carré. Voilà. Et donc là, pourquoi est-ce que ça ressemble direct? C'est parce qu'en fait, la chose est immédiate. C'est comme si on posait t plus 3 égale à u, et en fait on a notre x carré qui est là, quoi. Ouais, là je l'explique, mais moi je n'ai pas posé le u égale à t plus 3, j'ai fait directement... en fait tu vois, tu vas simplement remplacer le x, tu vois là-dedans tu as x, bah tu vas pas avoir x, tu vas avoir t plus 3. Donc là on avait le 1 demi qui était devant l'intégrale, qu'on ne doit pas oublier. On a le 1 tiers qui apparaît, qui vient du 3 carré ici, arctangente de t plus 3, voilà, tout simplement. Plus la constante. Et alors évidemment, il faut juste remplacer t égale à x carré. Voilà. Tout bêtement, I2 est simplement égal à 1 sixième arctangente de x carré plus 3 divisé par 3. Alright. Donc là, l'intégrale de 3 plus cos θ divisé par 2 moins cos θ dθ. Alors là, c'est un rapport de polynôme trigonométrique. Donc ça, c'est un peu technique. Donc là, il y a une petite formule à utiliser qui est t égale à tangente de θ demi. Pourquoi? Parce qu'en fait, en gros, ça nous permet d'écrire sinus θ et cosinus θ sous des formes un peu plus simples. Ça nous permet de les écrire sous forme de polynôme du second degré en t. Tu vois? Donc directement avec des 1 moins t carré, etc. 1 plus t carré, machin. Donc tu vas voir, ça permet de simplifier un peu les choses. Alors là, du coup, on pose t égale à tangente de θ demi. Donc là, on dérive. On a... Ouais, la dérivée de tangente, c'est 1 sur cos carré. Et donc, on avait θ demi. Donc, comme c'est une fonction composée, forcément, il faut dériver le θ demi à l'intérieur. Donc, par rapport à θ. Donc, 1 demi. Voilà, c'est ce que je disais. C'est que du coup, tu peux, grâce à t égale à tangente de θ demi, tu peux réécrire cos θ comme 1 moins t carré sur 1 plus t carré. Ok? Et donc là, faut pas oublier que 1 sur cos carré θ demi, c'est pareil que 1 plus tangente carré de θ demi. Et donc le tangente de carré de θ demi, c'est le t. T carré dθ. Voilà. Donc le dθ, c'est 2 dt sur 1 plus t carré. Donc 3 plus 1 moins t carré sur 1 plus t carré. Donc là, on remplace par le rapport de polynôme en t. Donc on remplace le cos θ par ce rapport de polynôme en t.
dθ, on le remplace par ce qu'on vient de trouver juste avant, donc 2 sur 1 plus t carré dt. Donc là, ce que j'ai fait, c'est que j'ai mis au numérateur et au dénominateur, j'ai mis tout sur le même dénominateur. Okay, donc j'ai tout mis sur le dénominateur 1 plus t carré, parce que tu vois qu'on a le même sous-dénominateur, si tu veux, 1 plus t carré en haut et en bas, donc en vrai, on sait qu'on pourra le simplifier. Donc là, on va un peu simplifier tout ça, donc on va se retrouver avec le 3 fois 1 plus t carré plus 1 moins t carré au-dessus, et le 2 fois 1 plus t carré moins 1 moins t carré en dessous. Et le but, c'est un peu de faire un peu du ménage, et ça va donner dt. Et le 2 qui était devant le dt, on le met, on le sort. Tac, fois 1 sur 1 plus t carré. Voilà. Ok. Mais donc là, du coup, grosso modo, on se retrouve avec un produit de deux fractions. Ok. Et notre but, je vais réécrire. Et notre but, ça va être un peu de réécrire ça sous une autre forme, beaucoup plus abordable, qui est un plus 3t carré. J'ai écrit fois, mais ça va pas être fois. Donc là, le but, ça va être d'arriver à quelque chose du genre a sur 1 plus 3t carré plus b sur 1 plus t carré. Donc c'est juste une autre manière de réécrire ce produit qu'on avait, de deux fractions, mais qui est compliqué à intégrer, parce que du coup, il n'y a pas de formule, tu vois. On va pas utiliser de l'intégration par partie, parce que ça va être un peu technique. Et c'est beaucoup plus simple de simplement le réécrire sous forme de deux fractions, et où tu vois qui ressemble beaucoup plus à ce qu'on peut intégrer avec les formules d'arctangente. Donc là, ce qu'on va faire, c'est une petite astuce qui est de dire, ok, bah donc 2 plus t carré sur 1 plus 3t carré fois 1 plus t carré, ça va être égal à 1 sur 1 plus 3t carré plus b sur 1 plus t carré. Et donc là, ce qu'on va faire, c'est mettre tout sur le même dénominateur et après trouver a et b par identification avec ce qu'on a de l'autre côté, au numérateur. Voilà, donc là on met tout sur le même dénominateur. Forcément, le dénominateur, comme il est le même, on peut le simplifier. Je réécris la même chose en bas. Dénominateur. Tac, on peut le simplifier. Et donc là, on va se concentrer uniquement sur ce qu'il y a sur le numérateur. Donc, on va procéder par identification. Donc, on va mettre tout ce qui est devant les t carrés, on va les mettre ensemble. Donc, en gros, on va identifier les coefficients ensemble. Donc, ça veut dire que là, tu vois, le terme indépendant, c'est à gauche, c'est 2. À droite, on a a fois 1 plus b fois 1. Donc, a plus b égale à 2. Tout bêtement. Et par contre, pour le terme en t carré, on va avoir 1 à gauche et on va avoir a plus 3b à droite. Donc là, super simple, on résout. Je pense que je peux avancer un petit peu, mais en gros, j'avais fait ligne 2 moins ligne 1, donc moins 1 égale 2b. b égale à moins 1 demi. Et a 2 moins b, 5 demi. Magnifique. Ok. Et donc du coup, bah voilà, on sait que si on écrit 5 demi sur 1 plus 3t carré plus moins 1 demi sur 1 plus t carré, en gros, si tu remets tout sur le même dénominateur pour arriver à un produit de deux fractions comme au-dessus, et bah tu retrouveras précisément 2 plus t carré. Voilà. Donc on sort le 1 demi. Ça vaut 2. dt. dt. Ok. Alors, intégrale de 1 sur 1 plus t carré, ça c'est immédiat, c'est arctangente dt. Et là, ce qu'on va faire pour l'autre, c'est un peu différent, simplement que le 3t carré, ça va être censé être notre x carré, tu vois. Donc en gros, on va poser 3t carré de façon à ce qu'on ait x carré. Ouais, u. Voilà. Pourquoi est-ce qu'on pose du coup u égale à la racine de 3t? Parce qu'on sait que si on fait u carré, on aura 3t carré. Ok? Donc ça, c'est un peu l'astuce. Donc du égale à racine de 3 dt. Donc dt égale à du sur racine de 3. Ok. Donc on va avoir ce truc-là qui vaut intégrale de donc 1 sur racine de 3. Ouais,
du sur racine de 3. Voilà. Et donc on va intégrer ça à arctangente de U. Ok. U, on a dit c'est racine de 3t. Et donc on va changer ça. Donc on se retrouve avec l'intégrale qui vaut 10 fois tout ça. 1 sur racine de 3, arctangente de racine de 3t. Moins 2 fois arctangente t égale à tangente de θ demi. Ok, et donc là, donc simplement, là on va remplacer le t par tangente de θ demi. Ah oui, et là directement, c'est assez simple, parce que le arctangente de t, bah, c'est arctangente de tangente, il nous reste θ demi, et les deux se simplifient, donc on se retrouve avec 10 racine de 3 sur 3 fois arctangente de racine de 3, tangente θ demi, moins θ plus c. Alright? Et voilà. Ok, bah donc là on se retrouve sur le dernier exercice, sur de la minimisation. Donc c'est pas trop compliqué honnêtement, ça c'est assez calculatoire. Faut juste vraiment se dire, ok, bah donc on a une aire qu'on veut simplement minimiser. L'aire à minimiser, ça va être l'aire de la surface d'un cône. Et donc pour minimiser une fonction, bah, il faut d'abord commencer par la dérivée et égaliser cette dérivée à 0. Pourquoi? Parce que si on a une fonction qui a, je sais pas, une certaine forme, et bah notre but c'est de trouver l'endroit où la fonction va avoir un espèce de un U, comme ça va faire un U. Et donc l'endroit où elle fait précisément un U, l'endroit le plus bas, c'est justement l'endroit où sa pente vaut 0. Donc c'est-à-dire où la dérivée vaut 0. Puisque la dérivée c'est la pente de la tangente. Ok, donc ça c'est notre R de notre cône qu'on veut minimiser. Et on sait que le volume, on a une certaine contrainte, qui est que le volume du cône doit être égal à pi r carré h divisé par 3 et doit être égal à 1. Ok. En gros, ce qui se passe dans la fonction qu'on doit minimiser, c'est qu'il y a deux variables. Il y a la variable h, qui est la hauteur du cône, et il y a le rayon, donc le rayon du également. Et donc en fait, grâce à la contrainte, on va pouvoir exprimer une variable en fonction de l'autre, de manière à ce qu'on se retrouve avec une seule variable dans la fonction qui est à minimiser. Ok. Parce que les dérivés à deux variables ne sont pas inclus dans le programme de l'examen d'entrée de Polytech. Ok. On regarde uniquement des dérivés de fonctions à une variable. Donc là, du coup, ce qu'on va faire, c'est remplacer h égale à 3 sur pi r carré. On aurait pu faire évidemment l'autre, mais c'était un peu plus complexe parce que tu vois, dans la fonction à minimiser, on a du r et du r carré. Donc voilà, c'est juste c'est une question de choix. Je trouvais ça plus simple de faire h égale à 3 sur pi r carré. Donc là, du coup, on remplace. Oui, là, j'explique juste que la pente de la tangente doit être égale à 0. Et on cherche ce point-là. Donc on va chercher après le rayon correspondant. Tu vois, c'est x f de x, et donc le x ici ça va être r, et donc on va simplement chercher le r associé à l'endroit où la pente de la tangente est égale à 0. Donc là en gros on remplace le h dans l'air, pi fois r 3 sur pi r carré au carré, plus r carré. Ok. Voilà, donc là c'est très calculatoire, hein, pi carré, r carré. Et alors là ce que je vais faire c'est intégrer le pi r dans la racine, parce que ça va permettre un peu de simplifier le calcul, je trouve. Tac, voilà, donc faut pas oublier que quand on rentre le pi r là-dedans, forcément il faut les mettre au carré, parce que c'est au final, ça c'est ce pi fois r, c'est au final la racine carrée de pi carré fois r carré. Quand on les rend, il y a pas mal de simplifications, et donc on se retrouve avec 9 sur r carré plus pi carré r4. Voilà. Super, et donc maintenant on va dériver cette fonction-là, donc c'est 1 sur 2 fois la racine, fois la dérivée de l'intérieur de la racine. Voilà, 1 sur r carré, finalement c'est r exposant moins 2, prime. Tac, donc on se retrouve avec 9. On amène le moins 2 devant, R-3, plus pi carré, c'est une constante. On a le 4 du R4 qui descend, et on se retrouve avec R cube. Ok, donc on a 1 sur... Ah oui, évidemment, le 2, voilà, 2 simplifié avec ça. Et ça doit être égal à 0. Donc on se retrouve avec moins 9 R-3 plus 2 pi carré, R cube égale à 0. Bah voilà, et donc il faut trouver le R associé, quoi. Donc en gros, on va essayer de passer les trucs à droite à gauche. Moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai passé le 9 R-3 de l'autre côté. Donc ça devenait positif. Donc R-3 c'est 1 sur R exposant 3. Et donc en gros je repasse le R exposant 3 de l'autre côté. Donc on se retrouve avec R exposant 6. Donc on a 9 sur... et donc là je peux passer le 2 pi carré de l'autre côté. Donc on va avoir 9 sur 2 pi carré égale à R exposant 6. Ok, donc là voilà, c'est exposant 1 sixième tout simplement. Et donc on peut remplacer dans le H, puisqu'on a maintenant le R associé à une pente égale à 0. Donc ça c'est le R pour lequel l'aire du cône sera minimal. Puis
Là, c'est juste, je me suis un peu amusé. Donc le R au carré, c'est 2 pi carré sur 9, exposant un tiers. Pourquoi? Parce qu'on avait au carré, donc le 2, c'est comme, enfin, tu vas multiplier les exposants entre eux, donc 2 fois un sixième, donc c'est un tiers. 3 sur pi, là, je vais passer le un tiers, l'exposant un peu partout. Alors le 9, c'est 3 au carré, donc c'est 3 exposant 2 tiers. Pourquoi est-ce que je le mets en 3? C'est parce qu'on avait un autre 3 à gauche, donc le but c'est un peu de les mettre ensemble, tu vois. Donc on va avoir 3, voilà. 3 exposants, donc au final le 3 là-haut c'est 3 exposants 1, donc 3 exposants 1 moins 2 tiers. Voilà, 2 1 tiers. Et là, par contre, on va faire la même chose avec le pi, donc ça va être 1 moins 2 tiers. Voilà. Et donc on se retrouve avec 6 exposants, 6 sur pi exposant 1 tiers. Voilà, et ça c'est la hauteur associée, pour laquelle l'air est minimal. Et le rayon. Voilà. Et maintenant les amis, nous avons fini la partie analyse, et normalement on va à présent se diriger vers la partie géométrie et trigonométrie, en tout cas dans l'ordre dans lequel je tourne les vidéos. J'espère que ça vous a aidé. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser d'une façon ou d'une autre. Et nous, on se retrouve juste après. Ciao!